Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast pour l'agence EBP. Je suis Camille Le Tertre et j'ai le plaisir de vous amener dans une nouvelle mini-série sur le sujet du psychotrauma et de la kinésithérapie. Un thème qui me tient très à cœur et qui a été au centre de mon travail clinique ces dernières années. Il est nécessaire de signaler que ces épisodes aborderont des sujets qui sont potentiellement source de détresse pour certaines personnes qui nous écouteront, comme par exemple les violences sexuelles, domestiques ou encore des expériences d'abus dans l'enfance. Nous vous donnons cet avertissement afin de vous permettre de décider si vous souhaitez écouter cet épisode ou non. Et si vous ressentez le besoin d'arrêter l'écoute à tout moment, n'hésitez pas à le faire. Cette mini-série abordera le sujet du psychotrauma et de la kinésithérapie sous différents angles et nous explorerons, entre autres, différents types de psychotrauma, ce qui les définit, leurs impacts sur la santé mentale et physique à long terme et la pertinence d'une pratique sensible au psychotrauma pour tous les patients. Pour nous lancer dans cette série, j'ai le plaisir d'accueillir comme invitée Julie Berardi. Julie, bienvenue et merci. Merci à toi, Camille, de m'inviter sur ce podcast. Julie, on partage une envie de participer à la formation des kinésithérapeutes sur l'impact des psychotraumas sur la santé. Et on s'est notamment retrouvés sur une énergie commune pour plaidoyer en faveur des femmes qui ont subi des violences, afin de leur permettre, d'une part, un meilleur accès aux soins, et d'autre part, des soins plus adaptés à leurs besoins. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner un aperçu de ton parcours et peut-être de ta pratique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je suis kiné depuis 2012 sur Grenoble, principalement en libéral toutes ces années. Et pour parler un peu du cheminement de ce qui m'amène à faire cet épisode avec toi, j'ai commencé avec une pratique très généraliste, je pense, comme beaucoup de kinés. J'avais quand même une orientation en neurologie, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné, mais sinon, voilà, du tout venant, donc beaucoup de musculo-squelettique. Et très rapidement, je sais même pas exactement ce qui a amené ça, je pense que ça a été une question de bouche à oreille. J'ai de plus en plus eu des médecins qui m'adressaient spécifiquement des patients, en situation complexe. Donc soit complexes de par leur, symptomatologie, j'avais beaucoup de patients avec des douleurs persistantes, des fibromyalgies, des troubles neurologiques, fonctionnels, des douleurs nociplastiques et ou, des situations complexes de par la sphère, psychosociale. J'avais des patients qui étaient en burn-out ou avec des syndromes anxio-dépressifs importants, des patients avec des addictions, en isolement social, j'avais des patients en parcours migratoire. Donc, en fait, très rapidement dans ma pratique, je me suis retrouvée avec une patientèle, heu, plutôt complexe, on va dire, ce qui évidemment m'a rendue assez inconfortable en début de pratique. Donc au début, je me suis dit que j'étais sûrement pas assez bonne technicienne. J'ai enchaîné beaucoup, beaucoup de formations très techniques sur des outils kinés, sur, comment améliorer mes bilans cliniques, être plus pertinente et cetera. Ça m'a peut-être amené du confort dans ma confiance professionnelle, mais en tout cas, ça a pas forcément solutionné, mon sentiment d'impuissance parfois, dans les situations complexes. Alors je suis allée voir autre chose. J'ai passé un diplôme universitaire d'hypnose thérapeutique à la fac de médecine de Grenoble. J'ai poursuivi avec d'autres cursus en hypnose et dont un peu plus conséquent sur, l'hypnose dans les troubles chroniques, qui là m'a plongée dans l'univers des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. Et puis c'était un moment où moi dans ma vie perso, je m'intéressais beaucoup à la philosophie bouddhiste. Ça faisait pas mal d'écho avec, ce que je voyais dans mes formations, autour de la notion de souffrance, d'interconnexion, de compassion. Donc ça a aussi enrichi ma pratique et puis j'ai fait des formations en neurosciences de la douleur, en thérapie d'acceptation et d'engagement. Enfin voilà, j'ai poursuivi plutôt sur, des formations ciblées troubles persistants. Ça m'a permis d'être plus confortable dans ma pratique, peut-être un peu plus pertinente, mais il restait quelque chose qui me posait souvent question. J'avais beaucoup, de récits spontanés de vécus de violence de la part de mes patientes. C'était pas quelque chose que j'abordais, j'étais pas du tout sensibilisée là-dessus. Mais ça venait spontanément de la part des patientes et je me disais que c'était quand même assez étonnant de retrouver ça, régulièrement avec en plus des tableaux cliniques finalement parfois un peu similaires. Alors je suis allée à une formation de sensibilisation sur les violences faites aux femmes qui était donnée par une médecin de la Maison des femmes et qui alla valider scientifiquement ce que moi j'expérimentais cliniquement, qui a mis du sens en neurophysiologie, sur tout ce que
tout ce que j'expérimentais. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler avec la Maison des femmes de Grenoble, d'abord en libéral, et puis j'ai même intégré l'équipe. J'ai pris un temps partiel en salariat là-bas. Et j'ai passé un diplôme universitaire sur les violences faites aux femmes récemment. Tout ça pour en arriver du coup avec une pratique. Aujourd'hui, j'ai un temps partiel à la Maison des femmes et en libéral, j'ai une pratique 100% dédiée aux troubles persistants, souvent dans un cadre de vécu de violence, parfois avec un syndrome de stress post-traumatique actif. Et du coup, je travaille soit informée par le trauma, soit centrée sur le trauma avec mes patientes. Merci. Et je pense qu'on développera ce que ça veut dire et la distinction entre trauma, pratique informée par le trauma ou centrée sur le trauma. Mais tu as un parcours qui est super riche et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a eu beaucoup de témoignages spontanés et de partages spontanés après un développement certainement de qualités qui sont les tiennes, qui permettent ce sentiment de sécurité pour partager, mais aussi qui vient après plusieurs formations qui amènent vraiment des qualités d'écoute et d'espace dans les discours. Et donc, je me demande si, pour d'autres personnes qui écouteront, si en effet des formations et des pratiques qui s'intéressent aux émotions, qui valorisent de l'écoute active, est-ce que ça fait écho à leur pratique Ouais. de recevoir plus de témoignages Peut-être de laisser plus de place Mm. à l'histoire des patients. Et même sans le solliciter, je pense qu'une bonne alliance thérapeutique et juste de l'espace, ça amène à apprendre beaucoup de choses sur les patients et à Mm. découvrir d'autres choses. On apprend beaucoup en écoutant. Et puis ensuite, de la difficulté de recevoir ces histoires-là et de devoir en faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que toi, tu as continué de te former et pour ça qu'on essaye de partager sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, on va discuter un peu de ce que c'est que le psychotrauma euh, et surtout l'impact sur la santé à la fois physique et mentale à long terme. Et puis, dans un deuxième temps, on discutera un peu plus de ta pratique en tant que kiné. Euh, et puis, on essaiera de discuter de certains outils qui aident à amener ces conversations, à accueillir ces informations et puis à savoir un peu quoi faire avec tout ça. Donc, pour nous guider, tu as choisi un article. Est-ce que tu veux bien nous présenter et dire un petit peu peut-être comment est-ce qu'on en est arrivé à cet article-là? Oui, bien sûr. Alors, le titre de l'article, c'est Adverse Childhood Experiences and Trauma-Informed Care in Rehabilitation Clinical Practice, que je vais pouvoir traduire par expérience adverse de l'enfant et soins informés par le trauma en pratique clinique de rééducation. C'est un article qui a été écrit par Rangebar et Herb en 2019 et qui a été publié dans Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation. Il s'agit en fait d'un article de synthèse où les auteurs vont résumer les principales recherches sur les ACEs. On aura peut-être l'occasion du coup de les définir et de leur impact sur la santé, qu'elle soit physique, mentale et comportementale. Et puis, il présente une approche trauma-informed care et comment l'intégrer en pratique de rééducation et notamment comment aborder ce sujet auprès de nos patients. Oui. Et donc, juste pour être clair dans le vocabulaire qu'on va utiliser, donc ACEs, c'est le terme anglophone, mais qui est l'acronyme pour Adverse Childhood Experiences, que donc tu as traduit par expérience adverse de l'enfance, ou parfois on voit expérience négative de l'enfance. Et l'autre terme, c'est Trauma Informed Care, qui est donc en français traduit par pratique informée par le trauma. Donc, je pense qu'on utilisera ces différents termes en français, mais aussi parfois dans le vocabulaire anglophone. Et c'est un super papier. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il est très accessible en fait en termes de lecture. C'est pas quelque chose de très lourd d'un point de vue méthodologie de recherche. C'est vraiment un très bon résumé, très belle synthèse. Et il est très pratique aussi. Il donne vraiment des outils concrets que j'ai trouvé très utiles à lire. Est-ce que ça t'irait si dans un premier temps on définit un petit peu ce que c'est que les ACEs, donc les Oui, expériences bien sûr. négatives dans l'enfance?
Oui, bien sûr. Alors les ACEs, du coup, ça va désigner un ensemble d'expériences qui sont donc considérées négatives, vécues dans l'enfance et qui vont être ou qui vont pouvoir être associées à des conséquences délétères sur la santé à long terme. Dans ces adversités, ça va inclure plusieurs choses. Ça va aller, du dysfonctionnement familial, je mets des guillemets parce que parfois j'aime pas forcément ce terme, mais, par exemple une maladie mentale d'un parent, un parent qui a une addiction, une séparation parentale, un parent incarcéré. Ils mettent là-dedans aussi le fait qu'un enfant soit témoin de violences conjugales, avec petit bémol qu'un enfant témoin de violences conjugales est victime aussi, donc peut être considéré comme, victime de violences. Ça inclut aussi, les aspects de négligence, que ça soit, émotionnel, physique, matériel et aussi, les maltraitances, les violences, physiques, émotionnelles ou sexuelles. Donc c'est tout ce qui concerne les vécus, dans l'enfance et il y a une grosse méta-analyse qui a été faite en 2023, sur plus de 500 000, adultes, qui a montré qu'environ 60 de la population, avait au moins un ICI. Et en fait, c'est un paramètre qui est cumulatif. On peut avoir une adversité comme on peut en avoir beaucoup plus et en plus, ça va avoir un effet dose-réponse, sur la santé et plus on va cumuler, comme ça d'adversité, plus on va avoir une augmentation des facteurs de risque de développer, des symptômes ou des pathologies, à l'âge adulte. Et on sait que pour, peut-être juste un petit peu appuyer l'importance, de ces adversités, sur la santé à long terme, c'est qu'on sait que, quelqu'un qui a cumulé 4 ACEs ou plus, va augmenter par exemple de 2 à 3 fois son risque de développer une, maladie chronique et ça peut aller jusqu'à une diminution, très importante de l'espérance de vie, jusqu'à 20 ans. Donc, il y a vraiment un effet cumulatif qui peut être important selon les situations de la personne. Ouais. Et là, pour préciser, donc, il y a ce qu'on appelle donc des scores, donc le AC score. Donc, voilà, est-ce que vous avez vécu un événement abusif dans l'enfance, ça ferait un. Est-ce qu'il y a eu de la violence dans la famille, ça ferait un deuxième. Est-ce qu'il y a une agression sexuelle, ça ferait une troisième. Et comme tu dis, ça se cumule. Là, on parle uniquement encore à ce niveau-là d'événements factuels. On n'est pas encore vraiment en train de parler de trauma à ce moment-là. On va revenir sur ça juste après. Et pour appuyer les chiffres, parce que c'est vrai qu'ils donnent un peu le vertige, je trouve, et ça montre à quel point c'est nécessaire, je pense, qu'en tant que clinicien, on soit au courant de ça. Comme tu disais, un score de 4 ou plus, les chiffres donnés dans l'article, c'est que ça augmente le risque d'hépatite de 230%, le risque de problèmes pulmonaires chroniques de 390%, le risque d'emphysema, je ne sais plus comment dire en français, D'emphysème, ouais, d'emphysème. d'emphysème, de 400%. Et en termes de santé mentale, le risque de dépression de 460%, le risque de mort par suicide de 1220%. Je trouve que ça donne un vertige incroyable voilà, de se rendre compte que euh, d'un point de vue santé mentale, mais aussi santé physique, il y a un impact aussi important de l'accumulation de ces événements. Ouais, complètement et quand il y a eu ces études, ça date, les AICID, ça date des années 90, les premières grosses études et ce qui est déjà vertigineux, c'est les chiffres, mais c'est aussi de percevoir que les impacts ne sont pas que psychologiques, sont clairement sur la santé physique et sur tous les systèmes, corporels, hein. Ça va de l'endocrinien, cardiovasculaire, pulmonaire, système de la douleur. Enfin, vraiment, l'impact est quand même, majeur et en tout cas sur plusieurs, domaines et aussi, sur, la sphère, comportementale, psychosociale, accès aux soins. En fait, c'est vraiment vertigineux de voir, la toile d'araignée autour de ça, là où peut-être on a pensé par manque de connaissances qu'il y avait un impact, simplement psychique. Mm. Et je pense que, alors je n'aurais pas la ressource exactement là pour m'appuyer, mais le fait que là, on est en train de parler d'événements adverses dans l'enfance, donc c'est évidemment la période de développement euh, du cerveau, développement de tous les systèmes corporels. Et donc,
en fait, la réponse physiologique. Et c'est là qu'on commence à parler de trauma. Donc, le trauma, c'est pas l'événement. La définition du trauma, c'est pas l'événement, mais bien la réponse physiologique à l'événement et l'impact sur la vie de la personne. Et c'est là qu'on commence à parler de trauma et plus juste d'un événement. Un événement en soi peut être traumatisant pour quelqu'un et ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est bien cette réponse physiologique. Et à partir du moment où on comprend cette réponse physiologique, on arrive à comprendre l'impact à long terme sur le développement euh, de, de tous les systèmes corporels pour un enfant. Et si c'est un événement qui arrive à l'âge adulte, ce sera donc la réponse physiologique à long terme sur la santé adulte. Alors, il y aura moins l'aspect développement, que ce soit neuromusculaire, cognitif, etc. Mais donc, voilà, on imagine bien l'impact à long terme de ces changements physiologiques du stress. Ouais. Et ben, c'est super que tu rebondisses là-dessus parce qu'il y a même une étude qui a été faite. Je donne juste cet exemple parce qu'en tant que kiné, c'est peut-être quelque chose qui va nous parler. Mais une femme qui est ou qui a été victime de violences conjugales a un risque multiplié par 2 de développer de la douleur persistante et notamment de la fibromyalgie. Donc là, on parle des ACEs parce que c'est sur l'aspect aussi développement, l'impact est peut-être un peu différent, mais le stress, et le trauma, même à l'âge adulte, va avoir un impact sur la santé physique. Et l'article souligne bien que le stress, c'est une réponse qui est normale, qui est même nécessaire d'un point de vue du développement aussi. Mais voilà, c'est le stress sain, aigu, euh, par rapport à une accumulation de plusieurs événements qui génèrent ce stress. Et c'est là aussi qu'il y aura une distinction entre parfois des syndromes de stress post-traumatique et des syndromes de stress post-traumatique complexes. L'effet d'un événement versus 10 ans dans une relation toxique avec des abus. Et là, il y a un effet accumulatif qui a aussi son effet, euh, comme on peut bien l'imaginer. Donc ça nous donne déjà un contexte. Il y a une définition qui est aussi donnée dans l'article que j'ai traduite. Je vais peut-être partager ça pour bien ancrer cette définition du trauma avant qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire pour nous en tant que cliniciens. La définition, elle propose le trauma individuel, parce qu'évidemment, on pourrait aussi parler de trauma collectif, mais ça ouvre toute une autre discussion. Le trauma individuel résulte d'un événement, d'une série d'événements ou d'un ensemble de circonstances vécues par une personne comme étant physiquement ou émotionnellement nuisibles ou menaçants et qui ont des effets néfastes durables sur son bien-être physique, social, émotionnel et ou spirituel. Donc voilà, c'est une définition qui nous permet de poser vraiment le cadre du trauma. Est-ce que, Julie, il y a autre chose que tu voulais ajouter par rapport à l'impact, en effet, d'un événement traumatique sur la physiologie et sur le développement Oui, complètement. Pour le coup, il y a pas mal de mécanismes qui ont été assez bien documentés sur l'impact d'un événement traumatique, l'impact d'un stress toxique, on va dire. Un des principaux mécanismes, c'est qu'il va persister une dysrégulation du système de stress. Euh, pour schématiser, c'est l'axe du cortisol qui va soit être hyperactivé, soit épuisé. Et ça va entraîner une sécrétion prolongée de cortisol et ou une baisse de la capacité à éteindre la réponse de stress. Ce cortisol va provoquer une inflammation chronique avec notamment de la production de cytokines pro-inflammatoires. Et en fait, on va avoir une altération du métabolisme et du système immunitaire. Il va aussi y avoir des modifications cérébrales qui vont maintenir le corps dans une boucle de stress sur différentes structures, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal. Et après, on a aussi d'autres mécanismes qui sont assez bien documentés, mais qui continuent d'être un peu en cours de recherche. On sait qu'il va y avoir des modifications épigénétiques, une altération du microbiote intestinal et on comprend qu'il y a aussi d'autres aspects plus complexes avec une intrication des facteurs sociaux, psychologiques, biologiques. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le corps. Il y a une empreinte neurobiologique qui s'inscrit dans le corps suite à ce stress. Donc ça nous amène vraiment à cette question du dépistage pour nous en tant que cliniciens, déjà d'être sensibilisés à cet impact sur le corps de ces événements traumatiques et en tant que clinicien, ouais, savoir les repérer là où c'est
pertinent et puis ouvrir ces discussions avec les patients quand on pense que ça fait partie de ce qui va les aider dans leur traitement. Mais le dépistage, c'est vraiment pas évident à faire. Est-ce que on ouvre cette conversation? Oui, bien sûr, c'est une recommandation de la l'HAS en 2019, mais qui finalement, je pense, est peu suivie parce que c'est pas si simple. Qu'est-ce qui peut rendre le dépistage aussi difficile dans les pratiques? Alors, je pense qu'il peut être difficile, que ce soit pour le patient, pour le clinicien, et aussi du fait du système de soins. Si on aborde la sphère clinicien, je pense qu'un des principaux freins, en fait, c'est le manque de formation, le manque de sensibilisation. Il y a une vraie méconnaissance déjà de l'ampleur du problème et de tout l'impact physique. Donc, en tant que kiné, en tout cas, on va souvent se demander est-ce que c'est pertinent d'aborder ce sujet-là. Donc, évidemment, il y a un manque de formation. Après, dans ce qui ressort, quand je questionne aussi un peu parfois des confrères, c'est un peu le sentiment d'impuissance. C'est OK, je pose cette question et j'en fais quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? L'impression aussi peut-être que ça va générer une augmentation de la demande de soins et que peut-être ça va être compliqué pour le praticien d'y répondre. Dans les freins, il peut y avoir aussi la peur d'altérer la relation avec le ou la patiente, comme si la patiente allait trouver ça bizarre ou allait peut-être se refermer si on pose cette question. Ça a été documenté. Il y a une étude qui a été faite et pour le coup, c'est plutôt très bien pris de la part des patientes. Il y a, je crois, 96% des femmes qui trouvent que c'est primordial et intéressant de poser cette question. Oui, après, en autre frein, il va y avoir la peur d'entendre un récit traumatique. Voilà, c'est poser la question, c'est aussi accepter qu'il peut y avoir une réponse. Donc, forcément, ça peut être un frein. Au niveau des patientes, il peut y avoir aussi un frein à répondre. D'abord parce que on peut avoir de la difficulté à faire confiance, on peut avoir peur d'être jugé ou de pas être cru. Il y a beaucoup de personnes parfois qui en ont déjà parlé quelque part et ça n'a pas été pris en considération. Donc, parfois on n'a plus envie de l'aborder. Il y a des patientes aussi qui peuvent pas évaluer le fait, dans leur situation actuelle qu'il s'agit de violence. Voilà, parce qu'il y a un phénomène d'emprise, ou de dissociation. Bref, parfois c'est difficile, pour la personne de se rendre compte qu'elle a vécu des choses compliquées. Parce que la patiente, comme le thérapeute, elle fait pas forcément le lien entre ce qu'elle a vécu et sa santé actuelle, donc elle voit peut-être pas forcément pourquoi il faut aborder ce sujet-là. Et une autre question, je pense, qui peut être intéressante aussi à avoir en tête en tant que praticien, c'est quel enjeu pour la patiente à répondre à cette question. La patiente, elle va peut-être se demander qu'est-ce que ça va influencer si je réponds? Est-ce que ça va changer la façon dont je vais être soignée? Et des retours que j'ai parfois de patientes, c'est qu'il y a une vraie peur d'être psychologisée et que le soignant dise que tout symptôme est juste la cause binaire du vécu avec une notion de fatalité et du coup, je peux rien pour vous ou du moins je vais pas investiguer plus sur vos symptômes. Donc ça peut être un vrai frein côté patiente. Et puis après, il y a le système de soins, hein. On manque de temps, c'est peu flexible. On a un modèle très biomédical où on a une vraie dissociation du corps et de l'esprit. Et jusque-là, on n'a pas de patients qui sont venus sans esprit ou sans cerveau dans nos soins, mais on a tendance à regarder essentiellement le corps dans notre façon de travailler. Et je pense aussi qu'on a un système qui fait reposer la santé de manière, la responsabilité de sa santé de manière individuelle. Et on va regarder qu'est-ce que la personne ne fait pas comme il faut, en quoi elle peut avoir comment dire, un défaut par rapport à son symptôme, et ça va vite silencier les causes un peu plus globales des souffrances. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et de même on a tendance à être un peu oublié, entre guillemets, dans nos approches plutôt centrées sur la maladie, centrées sur des réflexions biomédicales. On a une tendance à oublier le contexte social de la personne. De la même manière, on a une tendance à un peu oublier le bagage historique de la personne et comment est-ce que c'est les histoires qu'on a et ce qu'on a vécu ont formé notre santé, que ce soit l'accès à des privilèges et à des ressources ou le manque d'accès à des ressources, à de l'éducation, un environnement qui est sécure. Comment est-ce que ça amène notre santé et comment, on a vaguement mentionné tout à l'heure,
Pareil, dans le systémique, il y a le collectif, donc que ce soit l'histoire individuelle ou celle dont on hérite, et comment est-ce que ça influence une fois plus notre développement, etc. Donc oui, on a un système de santé qui met des œillères sur toutes ces problématiques, qui commence à essayer de s'en dépatouiller, euh, mais voilà, qui rend en tout cas les discussions et les liens et le travail multidisciplinaire qui est nécessaire autour de ça, très très difficile à mettre en place. Donc ça fait beaucoup de Oui. barrières. Et puis pour rebondir, il y a beaucoup de discussions autour des ACEs et justement de les élargir ou du moins de les intégrer dans des modèles un peu plus complexes où on va peut-être prendre en considération qu'il y a d'autres facteurs de stress toxiques, Mm, que ce soit la société, l'environnement, mm. euh, le système politique dans lequel on est, etc. Et de prendre en considération que le patient, c'est quelqu'un qui vient avec une histoire et cette histoire a façonné des adaptations. L'être humain s'adapte, le corps s'adapte, le système nerveux s'adapte et que on ne peut pas complètement couper les symptômes de leur cause de manière générale et de toutes les adaptations qui ont amené le patient à fonctionner de cette façon. Donc, pour nous, en tant que cliniciens, évidemment, il y a ce manque de temps, ce manque de formation, les peurs dont tu parlais. Mais je pense qu'il y a aussi, pour peut-être certains ou certaines d'entre nous, ce que nous aussi, on peut amener dans la pièce et comment ça peut rentrer en résonance avec l'histoire de la personne. Et que ce soit ça ou l'effet accumulatif aussi de... Il y a tu nommais la peur de recevoir le récit, et puis il y a la peur de recevoir des récits, et puis cette accumulation de témoignages et l'impact que ça a sur nous. Et donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. C'était un point que tu voulais amener dans le podcast, et je te remercie, mais c'est ce qu'on appelle le trauma vicariant, qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui peut être une vraie, je pense, barrière aussi pour les cliniciens à s'ouvrir à ces positions de vulnérabilité Oui, de complètement. notre propre santé. Donc ça fait beaucoup de barrières au dépistage d'un problème qu'on a nommé comme en fait très, très commun, très important. Donc dans l'article, ils nomment ces barrières aussi et puis ils proposent ils invitent vraiment à penser les entretiens qu'on a avec nos patients sous cet angle biopsychosocial, sous cet angle informé par le trauma. Et donc, eux, ils proposent de pas nécessairement poser des questions directes avec tous les patients, mais en tout cas en ayant une approche holistique et voilà, et ouverte aux histoires, au contexte, etc., avec tous les patients, voilà, d'essayer de repérer quelles sont les informations, les facteurs qui peut-être amènent en nous un questionnement sur est-ce que c'est pertinent avec cette personne-là d'aller parler de trauma. Je ne sais pas si toi, dans ta pratique, c'est comme ça que tu procèdes ou si tu as une approche qui est un peu plus avec tous les patients, patientes. Je pose une question plus directe. Comment est-ce que tu fais ce dépistage-là, toi? Alors, bon, c'est une recommandation qui devrait être systématique. Moi, j'ai un biais de recrutement. C'est des patients avec des troubles persistants qui sont là depuis des années, qui sont parfois en errance médicale, etc. On va dire que les situations cliniques m'amènent rapidement à poser cette question-là et finalement presque à la poser à tout le monde parce que j'ai des patients qui sont dans des situations qui sont déjà des points d'appel, et des points de vigilance sur ce sujet-là. Euh, Dans l'article, effectivement, je trouve ce qui est super, c'est qu'il l'amène vraiment comme comment le questionner sans l'imposer. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et il y a une trame un peu de questions et de modèles en oui-non, de voilà comment on amène ce sujet-là. Je pense qu'évidemment, de le poser de manière euh, systématique, comme dans l'anamnèse, on va poser la question des antécédents, des médicaments, et de mettre la question, avez-vous vécu des violences physiques, psychologiques ou sexuelles? De cette façon-là, je suis pas sûre que ça soit toujours à Mhm. propos. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui font ça, hein, et c'est OK, ça a le mérite complètement d'être dépisté, en tout cas de manière systématique, mais je suis pas sûre que ça soit peut-être la façon la plus propice de le poser aux patientes. Et effectivement, l'article, pour ça, je trouve que la façon dont c'est abordé, c'est assez chouette. Mhm. Oui, il souligne vraiment que c'est d'abord des qualités d'écoute active, on en revient toujours aux mêmes choses, mais en fait, évidemment, c'est d'abord de l'écoute, de laisser de l'espace, d'avoir une attitude qui ouais, ils disent compassionate attitude, donc vraiment cette ouverture
à la compassion dans l'histoire que la personne peut nous partager, donc de retenir peut-être nos jugements, nos a priori, d'amener cette vraie curiosité de l'histoire de l'autre, de montrer notre intérêt pour l'histoire de l'autre. Et, euh, et certainement pas, en effet, comme tu disais, une question comme une autre qui serait juste un exercice de cocher la case oui, non. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, une des barrières au dépistage, c'est que les patients et les patientes, en fait, vont d'abord jauger s'ils se sentent suffisamment en sécurité pour livrer leur histoire. Une question qui est posée, une question comme celle-là, qui a autant de signification, si elle est posée avec peu de tact, en effet, la réponse sera non, la personne ne va pas se livrer. Donc, il faut d'abord établir un sentiment de sécurité Ouais, dans la complètement. relation. Et avec l'idée qu'en plus, la sensation de sécurité, elle va se ressentir avant de se comprendre. Donc, il y a aussi tout ce qui va être le non-verbal, la façon de laisser de l'espace, peut-être de ralentir, de prendre du temps. Effectivement, si on souhaite en faire un sujet dans le soin, il faut adapter, je pense, sa posture et puis le temps qu'on propose pour aborder ce sujet-là. Le fait de le mettre dans un questionnaire et de le cocher comme oui, une case à cocher, c'est presque plus pour le professionnel, en fait, de dire c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai suivi les recommandations. Mais pareil, ça veut dire, si on la pose comme ça, on en fait peut-être finalement pas un vrai sujet. Et en tout cas, on va peut-être pas s'en saisir derrière si c'est juste une question parmi tant d'autres. Donc, Ouais. Et donc, en effet, dans l'article, il propose une espèce de trame qui est assez chouette pour aider à trouver les mots aussi, que c'est souvent quelque chose que je trouve intéressant de faire dans l'accompagnement et le soutien entre pairs. Enfin, parfois, on peut avoir des scripts, ça peut aider à ensuite nous sentir, nous, plus à l'aise avec nos propres mots, mais quand on ne sait pas par où commencer, ben, c'est bien d'avoir un peu des modèles. Euh, j'ai traduit quelques questions parce que je me suis dit que c'était pas mal de les partager. Donc, il propose d'abord de, dans le fait qu'on porte de l'attention et qu'on ait cette posture assez holistique, biopsychosociale dans l'entretien, et c'est-à-dire, bon, nous, de manière interne, dans notre raisonnement, pendant qu'on écoute l'histoire, est-ce que dans la présentation de ce patient, il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a potentiellement une histoire de trauma ou de ACEs, donc si c'était un trauma dans l'enfance. Et si c'est le cas, il donne quelques exemples qui aident à voir où la personne en est par rapport à ça. Pardon, par rapport au lien entre l'esprit et le corps. Est-ce que la personne fait déjà un lien entre ce qui a pu lui arriver et la santé aujourd'hui? Donc, une des questions, c'est les études montrent que des expériences de stress passées peuvent affecter la capacité de notre esprit et de notre corps à réguler le stress. Cela peut avoir un impact sur les mécanismes liés à l'inflammation, au système endocrinien, aussi à la douleur. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Donc, de gentiment aller un peu tester le terrain oui, de leurs oui. suggestions. Et ensuite, ils font ils demandent le consentement de la personne d'aller explorer ça plus loin en disant, est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous pose quelques questions supplémentaires qui sont liées à ce sujet, pour que nous puissions mieux comprendre ensemble les différents facteurs qui peuvent influencer le fonctionnement de votre corps et de ces différents systèmes. Donc déjà de demander une permission de parler de trauma que je trouvais vraiment importante à nommer parce que de même la façon dont on parlait du sentiment de sécurité il y a juste une minute, là. On va demander le consentement à quelqu'un d'aller explorer cet aspect de leur histoire. Ça me semble être une belle démonstration d'établir un sentiment de sécurité. Et ensuite, si la personne accepte ce questionnement, une autre des questions qu'il propose est donc un petit peu plus directe. Est-ce que vous avez vécu des traumatismes ou est-ce que vous avez des expériences sources de stress dans votre vie qui, selon vous, ont pu affecter votre santé? Donc là, c'est une question aussi plus fermée à ce moment-là. Et ensuite, il propose, c'est moins des questions, mais ensuite, c'est en fonction de si la personne s'ouvre et en parle un petit peu de gérer quoi faire. Donc ça, on va en parler juste après. Mais voilà, dans ce déroulé-là, qui est un peu en trois étapes, tu as testé un peu le terrain de est-ce qu'il y a une compréhension sur l'événement passé et le corps, demander la permission de parler un petit peu plus de ça, et puis une question un petit peu plus directe sur l'expérience de traumatisme. Est-ce que ça fait écho à ta pratique ou est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais différemment?
Oui, bah, ça fait écho, hein. Déjà, je pense effectivement, c'est chouette d'avoir une trame parce que quand on débute euh, dans ces dépistages-là, on est parfois un peu inconfortable. Et le fait de l'amener de cette façon, je pense que c'est sécurisant pour la personne en face, mais c'est sécurisant aussi pour le professionnel de laisser du temps, de respecter un petit peu le cheminement. Et dans ma pratique, oui, ça fait lien. Bon, alors moi, j'ai pareil un biais de recrutement. J'ai des patients qui viennent me voir où les violences ont déjà été dépistées et elles viennent me voir par rapport à ce paramètre-là. Mais j'ai aussi des patientes ou des patients d'ailleurs que je vois pour de la douleur persistante et ce sujet n'a jamais été amené dans leurs soins. En général, moi, j'amène un peu deux sujets. J'amène toujours l'idée que bien sûr, je vais faire tout mon bilan biologique, je vais vraiment bilanter telle une kiné comme le patient l'attend. Mais que souvent, s'ils viennent me voir après X consultations, c'est qu'il y a quand même une source d'errance, que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été prises en considération et que je vais leur proposer d'élargir en disant, je ne vais pas faire plus de ce qui ne marche pas, je vais peut-être essayer d'aller voir un peu plus large. Donc déjà, j'amène un peu cette notion de, on va peut-être questionner d'autres choses et souvent, je leur laisse la place de dire, est-ce que vous, du coup, il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde qui pourraient faire lien, selon vous, avec vos symptômes? Et après, souvent, notamment sur les premiers bilans, je vais laisser beaucoup de temps. Les patients savent qu'au premier bilan, on va sûrement faire que discuter. Et je vais laisser beaucoup de temps sans poser de questions. Et je vais noter un peu les éléments qui vont me permettre de rebondir sur ce sujet de vécu. Ça va être typiquement les patients, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez des patients qui ont des douleurs persistantes, un peu de l'autoculpabilisation en arrivant en disant je suis quelqu'un d'anxieux, je sais que je suis stressée, je sais que j'arrive pas à me déstresser. Je vais pas le relever sur le moment, mais quand je vais avoir un peu fini sur l'écoute, je vais leur dire bah, vous m'avez parlé du stress, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur votre santé? Et du coup, est-ce que vous savez d'où provient ce stress? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vécu qui peuvent faire lien? Et je vais vraiment rebondir sur la symptomatologie, parfois juste en posant l'idée, je prends l'exemple de la fibromyalgie, mais bah voilà, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont intriquées dans ce problème de santé et parfois il y a plein de choses qu'on n'a pas toujours questionnées, notamment dans le vécu. On sait qu'il va y avoir une influence de ce qu'on vit sur notre état de santé. Est-ce que vous, dans votre vécu, vous avez l'impression qu'il y a des éléments qu'il faudrait qu'on questionne ou je vais vraiment l'amener, j'allais dire plus dans une discussion que comme dans un interrogatoire, mais vraiment plus de rebondir sur ce qu'amène déjà la personne. Mm. Et si la personne n'amène rien, je vais pas l'aborder tout de suite. Je vais prendre le temps à un moment de dire peut-être qu'il faut qu'on aille questionner d'autres choses si vous êtes OK. Mais le fait d'aller au rythme de la personne, d'attendre un consentement ou d'attendre que ça vienne d'elle, je pense que c'est très important. Déjà pour avoir une réponse peut-être plus franche de la personne, entre guillemets, et puis aussi pour sécuriser le soin, hein. Ouais. Et c'est chouette ce que tu dis, parce que je pense que ça souligne bien le fait que ça n'a pas besoin d'être dans une première séance du tout, que au contraire, c'est le sentiment de confiance et de sécurité il peut se construire et doit être reconstruit, même peut-être à chaque interaction. Et que voilà, l'article propose une trame, que c'est certainement pas non plus une checklist. Et tu le décris très bien, ça peut prendre du temps, ça peut être sur plusieurs séances, on peut juste se faire des petites notes mentales et puis revenir sur des choses après. Et une question qui ne vient pas, ni dans la trame, ni dans ce que tu partages, c'est la question de savoir quel est le trauma avec précision. Et ça, c'est vraiment important de souligner qu'en tant que clinicien et certainement en tant que kinésithérapeute, ce n'est pas notre rôle d'aller demander le détail de l'histoire. Est-ce que tu veux en dire un peu plus par rapport à ça? Alors là, je suis ravie de t'aborder ce sujet parce que je pense que c'est un très gros warning à poser. On ne demande jamais, je pense déjà en tant que praticien, en tant que kiné, mais peut-être même en tant que personne dans la vie de tous les jours avec des patients, des personnes victimes. Le récit traumatique. Je travaille même avec des psychologues qui travaillent pour le coup sur le trauma. C'est pas forcément toujours nécessaire et en tout cas adapté de questionner le trauma. Donc en tant que kiné, encore moins. On est dans notre champ de compétences, hein, on va pas aller travailler Mm. sur le trauma en lui-même. Vraiment, c'est de ne pas poser de questions, de ne pas chercher à savoir, de ne pas avoir de détails, de voilà, juste accueillir ce qui est amené et voire même si la personne a besoin, au contraire, de déposer le récit et que soi-même on se sent pas
en capacité de l'entendre, soit personnellement, mais soit professionnellement dans notre champ de compétences. Ça peut être aussi des fois de dire, j'entends que ce que vous avez vécu, c'est sûrement extrêmement difficile et c'est important qu'on le prenne en considération, mais je suis peut-être pas le bon interlocuteur, ou en tout cas la personne la plus pertinente pour accueillir cette discussion. Est-ce que vous voulez qu'on voit ensemble comment je peux vous orienter vers un professionnel? Mais effectivement, on reste dans notre champ de compétences, hein, ça c'est hyper important. Et parce que questionner un récit traumatique, ça peut être retraumatisant. Ça peut faire revivre les choses pour les personnes qui sont notamment en syndrome de stress post-traumatique. Dans nos prérogatives, on ne doit pas nuire. Et c'est typiquement quelque chose du coup à éviter. Donc, nos qualités d'écoute active, de validation, de normaliser l'impact de ces événements sur la vie au quotidien aujourd'hui et sur la santé, ça suffit, entre guillemets, pour établir déjà les bases d'une pratique qui est informée par le traumatique, donc qui est sensible à ça, qui fait attention à ne pas nuire, à ne pas retraumatiser. Mais à moins d'être vraiment spécialement formé, on ne pratiquerait donc pas ce qui s'appelle cette fois-ci la pratique centrée sur le trauma. Donc, tu faisais allusion à la différence entre ces deux termes tout à l'heure. Est-ce que tu veux repréciser un petit peu ce que ça peut vouloir dire et peut-être toi, tu te situes où sur Oui, ça? alors la différence, c'est du coup, traduire en français, on va dire une pratique informée par le trauma, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Mm. C'est l'idée de prendre en considération que c'est potentiellement quelque chose qui existe dans le vécu de la personne, prendre en considération que ça a un impact sur la santé, et du coup, d'ajuster peut-être sa posture, sa façon de travailler pour créer un climat de sécurité, donner du choix à la personne. Enfin voilà, il y a plusieurs piliers comme ça le soin informé par le trauma. Et après, pour les gens formés et qui font le choix d'aller sur ce sujet-là, et en plus, je rajouterais qui travaille en équipe, parce que travailler seul là-dessus, bon, je pense déjà que c'est compliqué pour le praticien, mais je pense qu'en plus, c'est pas forcément sain pour les patientes. C'est du coup l'approche centrée trauma. C'est ce que moi, je vais faire notamment à la Maison des Femmes et avec les patientes aussi que j'ai en libéral qui sont déjà suivies par plein d'autres professionnels avec qui je me mets en relation. Et là, ça va être vraiment d'avoir une pratique centrée sur les symptômes, notamment de syndrome de stress post-traumatique, sur les symptômes physiques. Pareil, hein, je ne suis pas psychologue, je ne fais pas de psychothérapie avec mes patientes. Mais voilà, sur des techniques de régulation du stress, de réappropriation du corps, de remise en mouvement vers de l'activité physique, la lecture des signaux corporels de fatigue, douleur, etc. Mais voilà, ça demande, je pense vraiment d'être aussi un peu sécure dans sa pratique, d'être sécure aussi soi-même sur le sujet du trauma. On reparlera du trauma vicariant, mais et surtout de travailler en équipe. Donc pareil, c'est pas quelque chose qu'on fait seul dans son cabinet en tant que kiné. Par contre, la pratique informée par le trauma, je pense que ça peut être très utile et bénéfique pour tous les patients, pour tous les kinés. Et d'ailleurs, dans l'article, il y a même une petite phrase qui stipule que ça constitue une prise en charge efficace, même pour les personnes qui n'ont pas subi de traumatisme. Donc ça, j'encourage les kinés et les soignants de manière générale à aller avoir peut-être une petite conscience sur cette pratique informée par le trauma. Ouais. Et ce sera le sujet donc d'un autre épisode de cette mini-série, donc développer un petit peu plus les piliers, les 6 piliers qui forment cette pratique informée par le trauma. Et en effet, un, un cadre, en fait, c'est juste de réflexion et de discussion et de comment est-ce qu'on pense notre espace de soins aussi, qui est bénéfique à tous les patients et qui est recommandé pour tous les patients aussi parce qu'on part de l'assumption que n'importe quelle personne qui se présente à nous dans notre cabinet a potentiellement des signes de trauma ou a fait l'expérience de traumatisme. Peut-être que maintenant c'est stable, mais en tout cas, et ça ne sera jamais nommé et on ne saura jamais. Mais au vu des chiffres que tu as partagés avec nous tout à l'heure, c'est quand même probable que régulièrement dans nos cabinets, même si on est complètement ignorant par rapport à ça, parce qu'on n'aura jamais d'histoire et ce ne sera jamais nommé, on est des personnes pour qui ce cadre de pratique informée par le trauma permettra un meilleur engagement dans les soins, une meilleure relation thérapeutique et donc une meilleure santé dans leur
des meilleurs résultats sur leur santé dans le traitement que vous faites avec eux. Ouais, complètement. C'est optimiser les prises en charge. Et comme tu dis, vu les prévalences, alors déjà les prévalences des violences, mais les prévalences des ACEs, sans tenir compte de tous les autres stress qui peuvent être vécus de manière générale dans cette société actuelle, on a forcément dans nos patients déjà des personnes concernées. Et peut-être que parfois on n'a même pas besoin de savoir que ces personnes-là sont concernées. Et puis peut-être que les patients ont vécu des choses et vont répondre non à notre question. C'est OK aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de le déposer là, de le partager à ce moment-là dans leurs soins. Donc avoir une pratique un peu universelle, euh, informée entre guillemets par le trauma, il n'y a pas de risque et il y a plutôt que des bénéfices pour tout patient. Et l'article est bien aussi pour ça, dans le sens où il souligne à nouveau les limites en tant que non-psychologue de notre rôle par rapport à ça, en soulignant le dépistage et cette posture holistique qui permet d'avoir ces discussions, ça fait partie de notre rôle. Euh, et ça invite à bien connaître notre quartier, les autres professionnels qui existent et qui pratiquent autour du cabinet, autour de l'hôpital, quelles peut-être même associations existent pour accompagner des personnes et pouvoir référer à des personnes qui sont plus compétentes que nous sur ces sujets-là, plus appropriées à ce moment-là dans leurs soins. Ça peut vouloir... Ça, c'est pas forcément incompatible avec le fait qu'on continue de travailler avec eux, mais ça peut, pour certains cas, ça peut vouloir dire mettre une pause aux soins et retravailler avec ces personnes-là en kiné plus tard. Moi, j'ai fréquemment ce cas de figure-là où des personnes présentes avec des traumas, des signes de trauma qui ne sont pas stabilisés et donc avec très peu de stratégies d'autorégulation. Et en fait, le travail sur le corps est trop à risque et va générer trop d'angoisse et trop à risque de retraumatiser, d'amener des flashbacks, etc. Et donc, c'est des personnes, on se dit, à ce moment-là, dans leur parcours, c'est notre intervention de kiné, elle est pas appropriée, même si on travaille avec une approche plutôt informée par le trauma. Euh, Notre service n'est pas un service de trauma focused, donc de trauma centré, trauma. Et donc, savoir aussi un peu quel est le moment où je peux continuer à travailler avec la personne et le moment où il faut aussi savoir poser les choses. Ça fait partie de ce qu'on peut essayer d'apprendre à faire. Ouais, complètement. Et comme tu dis, de peut-être aussi réseauter un peu autour sur Mm. qu'est-ce qu'il existe comme structure, comme professionnel, comme association. Vraiment, les associations, c'est une ressource assez géniale. C'est important dans les situations où ça va être trop aigu, pas stabilisé, etc. Et effectivement, parfois, c'est juste pas possible d'aller sur de la kiné parce que le corps a pu être un lieu du traumatisme. Donc, soigner son corps, ça va pas toujours de soi en fonction de où on en est. Et au-delà de ça, pour les situations qui sont stables, c'est vraiment pareil, juste de rajouter que c'est pas parce qu'on prend en considération la possibilité d'un événement traumatique, etc., qu'on va changer complètement nos techniques, nos pratiques. On reste kinésithérapeute, le patient il vient pour une douleur, une problématique. Ça va pas forcément changer le contenu de nos soins. Dans notre discussion toutes les deux, on n'est pas en train de dire que les kinés doivent acquérir des compétences psychologiques, etc. C'est vraiment juste comment sécuriser son soin, mais tout en faisant son travail de kiné. Et effectivement, par contre, de réorienter tout ce qui dépasse notre champ de compétences et qui n'est pas ni notre rôle, ni notre dans nos compétences, hein. Et donc, même si on ne travaille pas sur quelque chose de très centré trauma en soi, en fait, j'avais envie de revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, qui était une des barrières, qui est la barrière de se sentir impuissant pour aider les patients. Et du coup, je me demande si on pourrait parler un peu de bénéfices de nous être sensibles au trauma, même si on n'a pas les outils pour accompagner très loin ces personnes-là, parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas envie d'aller explorer ça plus loin non plus. Ouais, est-ce que tu Il voulais y en a partager quelque plein chose de sur ça? bénéfices, il y en a plein, plein, plein. Et il y en a plein pour tout le monde, vraiment. Si on doit déjà juste voir les bénéfices pour le patient, pour la patiente, rien que d'ouvrir la porte, de potentiellement aider à libérer une parole,
ou juste de pouvoir avoir le regard de quelqu'un de l'extérieur pour savoir si ce que je vis, c'est normal ou pas. Déjà ça, honnêtement, je pense que c'est extrêmement précieux. Mais au-delà de ça, c'est permettre aux patients d'avoir des soins plus pertinents, plus sécurisés, plus holistiques et peut-être plus pluriprofessionnels quand les problématiques sont un peu plus complexes. Et ben, on a besoin de plus de compétences autour de soi. Ça va aussi amener vraiment, ça moi je le vois beaucoup avec les patientes, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée au début, c'est à quel point ça diminue leur culpabilité, en fait, de comprendre que des fois tout n'est pas de leur faute dans leur santé et qu'il y a des choses qui ont été vécues, c'est comme ça, mais en tout cas c'était des choses dont déjà elles n'étaient pas responsables à l'époque, l'impact sur leur santé, elles n'en sont pas responsables, et juste de nommer ça aussi, ça enlève un peu le côté fataliste de OK, bah, j'ai vécu ça et puis du coup, je vais jamais aller bien. De dire non, bah, il y a un impact, mais en même temps, cet impact, on peut agir dessus et peut-être que ça sera pas moi qui saura agir dessus, mais il y a des choses à faire. Je trouve aussi que ça peut redonner espoir. Pour la patiente, ça aide aussi à acquérir des connaissances sur sa santé. Je pense que c'est primordial. Et un gros paramètre, moi, que j'ai découvert, pour le coup, vraiment par l'expérience, c'est à quel point ça peut améliorer des symptômes. Tout bonnement, juste de le considérer, même si on n'en fait rien, même si voilà, juste on a abordé ce sujet. Et dans l'article, c'est noté d'ailleurs que la recherche a montré que le fait de poser des questions sur les expériences des patients et de les écouter, alors avec une écoute active, hein, sécurisante, c'est en soi déjà susceptible d'avoir un effet positif sur la santé. Et je le vois vraiment avec beaucoup de patientes où une fois qu'on a un peu dépisté et que j'ai juste dit, OK, bah, il y a peut-être un lien et ça peut expliquer certaines choses. Ça n'explique jamais pour moi totalement un tableau clinique, hein. C'est pas un lien binaire, mais et ben, ça va tout de suite mieux. La douleur, elle est tout de suite un peu plus gérable. Il y a, voilà, le fait d'avoir peut-être plus de compréhension sur son état de santé, je pense que ça aide. Pour les cliniciens, les praticiens, pareil, plein de bénéfices. Déjà, on se met en sécurité, on évite de nuire quand on a un peu plus d'informations sur ce sujet-là. On fait sens aussi des situations complexes. J'ai commencé les situations complexes, je me sentais extrêmement démunie et j'avais un peu l'impression de tout porter sur mes épaules et que le patient, s'il allait pas mieux, c'était de ma faute. Mais en même temps, j'arrivais pas forcément à l'aider à aller mieux. Prendre en considération ça, c'est aussi se dire, OK, c'est un peu plus large que juste le symptôme que j'ai au cabinet. Je suis sûrement pas la seule personne qui est nécessaire dans ce système autour du symptôme, autour du patient, et ça peut amener à travailler en équipe pluripro. Et je pense que ça peut nous décharger, nous prévenir un peu de l'épuisement professionnel aussi, de se dire bah, je porte complètement la situation du patient et c'est à moi de l'aider seul. Bah non, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui ne sont pas dans notre domaine de compétences, mais rien que déjà de pouvoir les évaluer, de les nommer, bah, ça peut déjà amener un début de prise en charge ailleurs. Ça améliore aussi beaucoup l'alliance thérapeutique, hein. Ça, toujours pareil avec l'écoute active. Et en tant que pro, un des bénéfices aussi, c'est de changer son prisme, changer sa façon de regarder. Et notamment, dans les situations où parfois il y a des choses qui vont nous agacer. Ça arrive, hein, des fois on est aussi un peu fatigué, un peu moins empathique. Il y a des choses qui nous agacent. Et en tout cas, personnellement, depuis que j'ai cette approche-là, c'est toujours de me dire, OK, là, il y a quelque chose qui m'agace, mais en fait, plutôt que de regarder ce que fait le patient qui m'agace, euh, voilà, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas, c'est de me dire, OK, qu'est-ce qui, dans son vécu, peut-être a pu l'amener à avoir ce comportement, ces croyances, ça aussi, ça fait vachement de bien de comprendre que les gens se sont adaptés à leur façon, à ce qu'ils ont vécu. Et voilà, de faire ce pas de côté, je pense que quand on travaille aussi sur les troubles persistants, ça peut être assez bénéfique pour nous, pour prévenir de l'épuisement. Et après, pour le système de soins, il y en a plein aussi, hein. Je vais vite, mais il y a beaucoup de consultations chez les patients qui ont vécu des traumas et où ça n'a pas été identifié. Dans l'article, pareil, il nomme le fait que le fait de l'avoir identifié, ça réduisait, je crois, de 35% les visites ultérieures chez le médecin. Donc, en termes de coûts sur la santé, c'est important. Ça évite la retraumatisation. Ça permet aussi un peu de militer et de défendre des causes de santé publique. Et puis de retravailler la confiance aussi sur les systèmes de soins, hein. Enfin, pour les patients, de recréer un peu de l'accès aux soins en confiance, c'est important. Et puis, il y Ouais, en a plein d'autres, mais je ne m'arrêterai jamais à dire que c'est important d'aborder ce sujet. oui, bien sûr. Et une des ambitions premières des pratiques informées par le trauma, c'est d'améliorer l'accès aux soins pour toutes et tous, que les personnes aient des expériences traumatiques ou non. Euh, Ça améliore l'accès aux soins et la qualité des soins. Donc, vraiment hyper important. Merci pour tout ça, Julie. Est-ce que, avant de fermer un peu la discussion, est-ce que tu voulais dire un mot, du coup, quand même par rapport à la prévention du trauma vicariant? Parce que c'est vrai que c'est
c'est une vraie menace quand même, je pense, dans le fait de s'ouvrir à ces conversations et puis pour nous de faire le choix de travailler quand même dans ces environnements avec beaucoup de complexité et beaucoup d'émotions. Ouais, complètement. Alors, le trauma vicarien, c'est un peu une sorte de trauma par procuration. Le fait d'être vraiment dans un engagement empathique avec des personnes qui ont des récits, des vécus compliqués, qui parfois vont peut-être même nous raconter des événements, forcément, ça peut avoir un impact sur nous. Ça peut être un peu le fait d'intérioriser la détresse ou des images de ce qu'auraient vécu nos patients. Et ça peut quand même affecter le soignant. D'ailleurs, c'est pas que pour les soignants, c'est aussi pour les professionnels de la justice, enfin voilà, sur plein d'autres domaines. Mais ça peut créer comment dire, une altération des fois de nos émotions, de nos croyances, même sur notre fonctionnement quotidien, et aussi notre vision sur le monde. Ça fait partie vraiment des choses qui sont citées dans le trauma vicariant, de voir des choses difficiles. Et effectivement, c'est important d'en avoir conscience et de s'en prémunir, puisque c'est vraiment comme si le trauma pouvait rebondir sur nous. On a déjà la notion un peu d'épuisement professionnel qui est assez citée dans les métiers du soin. Mais là, c'est un peu plus que de l'usure émotionnelle, c'est vraiment le fait d'intégrer en soi, entre guillemets, certains symptômes du psychotrauma. C'est important d'en avoir conscience, c'est important de pouvoir des fois repérer aussi ce qui se passe, et c'est là où c'est aussi très important de ne pas travailler seul Mm, sur ces sujets. Et si on fait le choix d'aller travailler sur ces sujets, de savoir comment, comment prendre soin de soi aussi par rapport mm. à ces sujets-là. Ouais. Comment prendre soin de soi? Donc, c'est mieux se connaître soi-même en tant que personne pour repérer les changements, repérer les symptômes et puis savoir ce qui nous fait du bien aussi, ce qui nous aide le process de toutes ces histoires dont on est témoin. Et, euh, et puis, l'entraide entre professionnels de santé. Donc, pour des personnes qui seraient en équipe, en général, quand même, je pense que dans ces situations-là, il y a un accès à de la supervision. Euh, mais ça peut être aussi de choisir de voir un psychologue de manière indépendante. Ça peut être de travailler avec des groupes de pairs si on est un peu isolé dans son cabinet. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter, toi, par rapport à ça, sur comment prévenir C'est peut-être aussi d'acquérir soi-même. Je pense que ça peut être génial pour les patients, mais de l'acquérir pour soi-même, c'est aussi très bien des techniques de régulation Mm, du stress, des techniques de régulation émotionnelle. euh, pour soi aussi, pouvoir avoir des moments de ressources quand il y en a besoin et de pouvoir aussi s'écouter comme on écoute nos patients, de mm, voir peut-être que parfois la charge de travail a besoin d'être un peu différente. Voilà, d'écouter ses propres signaux. On dit toujours à nos patients d'écouter leurs signaux corporels, mais d'écouter les nôtres aussi et d'agir en fonction, c'est important hein, pour pouvoir soigner dans des situations plus complexes. mm. Eh ben, je pense qu'on arrive au bout de la discussion et du guide de l'article. Et est-ce que tu voulais rajouter un point sur lequel on n'a pas encore pu discuter ou est-ce que tu veux qu'on fasse juste une petite conclusion des points clés qui te semblent vraiment importants de retenir? Ah, je pense qu'on a balayé pas mal de choses déjà pour J'ai une entrée en l'impression matière aussi. sur ce sujet-là. Donc, C'est hyper riche. Bah, merci beaucoup d'avoir décortiqué un peu cet article-là et puis d'avoir partagé de tes connaissances et de ta pratique. C'est vraiment, vraiment passionnant. Je me sens très, très chanceuse bah, que tu aies pu faire l'enregistrement avec moi. merci beaucoup à toi aussi parce que c'est un sujet où parfois on se sent un peu seul sur ces sujets-là et c'est super de connecter avec des gens qui ont un peu le même engagement sur ces sujets. Donc, merci aussi de donner l'occasion d'en parler. Merci. Avant de terminer, est-ce que pour toi, il y a un ou deux points vraiment à retenir pour les personnes qui nous écoutent par rapport à leur pratique que tu voudrais ressouligner? Oui, et ben, je pense qu'un des primordiaux, c'est que c'est un problème de santé publique, c'est établi, et que l'impact, il est tout aussi physique que psychologique. Donc, en tant que kiné, on a un rôle à jouer dans ces questionnements-là. La prévalence, elle est énorme. Donc, on a forcément déjà des patients concernés dans notre cabinet. Prendre en considération, c'est pas forcément s'obliger à travailler sur ces sujets-là, mais de créer les meilleures dispositions possibles pour que
patient bénéficie de soins de kiné de qualité, c'est optimiser nos soins. Et je pense parfois qu'ignorer un peu ces sujets-là, c'est prendre le risque de reproduire de la violence ou voilà, des stigmatisations, etc. Donc c'est important, je pense, d'aborder ces sujets, en tout cas d'en avoir conscience en tant que professionnel de santé. Et puis parfois de faire un petit pas de côté et de pas toujours faire tout reposer sur les épaules du patient, sur sa situation actuelle, d'un patient qui devrait peut-être plus bouger, être moins stressé, etc. Et de questionner, OK, peut-être que dans son histoire, il y a des choses qui font qu'à ce moment-là, il en est là, il s'est adapté de cette façon-là. Et ben peut-être que je vais faire avec la façon dont il est maintenant et l'accompagner en fonction de ce que lui se sent de faire. Merci beaucoup. Et par rapport à toi, tes projets, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager ou quelque chose qui t'anime en ce moment en termes de recherche, de formation, de lecture? C'est très ouvert comme question. Oui, bah, sur ce sujet-là, tout m'anime, hein. En ce moment, je suis beaucoup là, je cherche plein de choses. Malheureusement, dans le côté kiné, c'est pas encore quelque chose qui est tant développé, abordé. Donc, il y a des réflexions, peut-être, ouais, de poursuivre de la sensibilisation, pourquoi pas, peut-être de la formation, que ce soit sur le trauma-informed care ou le trauma-focused care. Et je réfléchis beaucoup, là, c'est plus encore un projet très hypothétique, mais avec des patientes, sur faire des choses avec des patientes qui ont eu des vécus, qui ont travaillé dessus, qui ont vraiment évolué et qui me disent toujours avoir envie d'aider d'autres personnes. Donc, je sais que sur la pérédance, sur les patients experts, il y a vraiment beaucoup de choses que je trouve très, très chouettes et j'aimerais beaucoup questionner ces sujets-là à l'avenir. Tiens-nous au courant. Moi, j'ai très envie de savoir ce que tu fais. Merci Julie, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi et je suis encore plus contente de savoir que c'est pas la fin de cette discussion puisque donc il y aura quelques autres épisodes, je ne sais pas combien. Peut-être faudrait faire un podcast juste sur ce sujet-là. Je ne sais pas si Guillaume me laissera. On va militer. Mais merci en tout cas d'avoir ouvert la conversation. Ouais, ben merci à toi pour l'invitation et c'est super d'être en possibilité de parler de ces sujets-là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.